Voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette cinquième webconférence de Beach Handball Café. Désolé, c'est la fatigue et la chaleur. C'est aussi la dernière des webconférences de la première série parce qu'aujourd'hui on termine le cycle de tout ce que on voulait vous faire passer par rapport au beach handball. Il y aura aussi, je discutais tout à l'heure avec Pip, dans le mois de septembre, on va voir de faire une deuxième série de rendez-vous où on va parler de d'autres choses et revenir pourquoi pas sur les règles. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec la thématique de le changement attaque-défense et la montée de balle organisée, on va compléter le tour, on peut dire, 360 degrés de beach handball qu'on a commencé il y a un mois. Et et donc, je suis très content que aujourd'hui on a encore Pippo Malatino, mon ami Pippo, qui vient toujours à mon aide pour expliquer le beach handball à tout le monde. Et avec, bien sûr, avec le café, parce qu'il ne faut pas oublier que là, il y a un moment de partage. Voilà, la cafetière. On a Jérôme Roland et bon, c'est super. Bonjour Jérôme, bienvenue. Je suis très 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 content. En italien, on dit contentissimo de t'avoir parmi nous parce que Jérôme, c'est un arbitre de très très haut niveau national et international déjà de handball et beach handball. C'est disons une référence pour la France parce que il est délégué EHF et IHF et arbitre international de beach handball. Et donc, c'est quelqu'un qui répondra aux trois questions de... je voudrais dire aujourd'hui, il y en aura plus de trois des questions parce que je profite de la présence de Jérôme. Comme ça, on pourra échanger tranquillement de beach handball. Et je sais pas, bonjour Jérôme, Jérôme, je te passe la parole si tu veux dire quelque chose. Oui, bonsoir Claudio, bonsoir Pipo, bonsoir à tous. Merci de m'inviter à ce Beach Café numéro 5. Beach Café que je suis toutes les semaines avec attention et c'est vraiment super intéressant. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour ce gros boulot. Pour faire aussi de la formation en streaming, tout ça, c'est vraiment du très grand travail de préparation et bravo. Donc allons-y, bon café à tout le monde. Ben, tu sais, moi j'ai fait comment dire, dans le passé, dans une ancienne vie, j'ai fait un boulot où il y avait notre responsable qui aujourd'hui il est milliardaire, mais bon, je dis pas autre chose. Mais il nous disait souvent, où il y a des problèmes, il faut qu'on voit des opportunités. Parce que si on s'arrête face au problème et on attend la solution, il faut voir le problème comme... Donc le fait qu'il y a eu malheureusement le Covid, je veux dire, j'aurais bien fait, on aurait bien fait un mois du Covid, mais vu qu'il y a eu ce moment-là, eh bon, on a profité pour créer des choses que sinon on n'aurait jamais fait. Donc voilà, ça c'est ma philosophie de vie. Et puis, je pense que toi, tu raisons pareil. Oui, oui, bien sûr. Je suis d'abord très content de participer encore une fois à ton émission. Très content de voir Jérôme, que j'ai connu pendant le tournoi de l'année passée, le tournoi de la Beach Handball Région Sud. Il faut pas oublier, c'était la première compétition officielle en France. Et voilà, et donc, même ce soir, je suis là pour essayer un peu. Alors, on vous expliquera quels sont les tournois, comment se développe l'activité sportive de beach handball et internationale, et comme ça toutes les personnes qui écoutent puissent se rendre compte quels sont les rendez-vous importants à suivre. Et donc, merci parce que donc, tu me donnes la possibilité de commencer à lancer. Là, c'est donc la fiche d'aujourd'hui. Vous voyez la résumé de qui nous sommes. Moi, je suis Claudio Zaffaran, entraîneur de beach handball et handball à l'US Cagne Handball. Je suis aussi cadre technique beach handball au comité 06. J'étais cadre technique d'handball, mais depuis cette année, le comité 06 des Alpes-Maritimes, franchement, sont beaucoup sensibles au beach handball. Et j'ai déjà la charge du cadre technique beach parce que voilà, on discutera après, mais il y a des programmes, des choses qui bougent dans le 06. Donc après, il y a Jérôme Roland qui, c'est l'invité d'aujourd'hui, il va répondre aux questions des beach handball café. Et puis, pour que Malatino nous parlera, entraîneur
équipe d'Italie U17 de beach handball, garçon, et il nous parlera des compétitions, parce qu'en fait, il y a beaucoup de compétitions au niveau mondial européen. On essaiera tous ensemble de mettre ordre dans les choses pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si je veux jouer au beach handball, où je peux aller, et avec qui, si je suis super fort, pourquoi pas l'équipe de France. Si je suis pas mal, mais ça m'intéresse de m'amuser, il y a d'autres choses que je peux faire. Voilà. Mais on verra ça calmement après. Je vous rappelle, la thématique d'aujourd'hui, c'est la montée-balle et les changements des joueurs. C'est un aspect que j'ai, comment dire, décidé de traiter à part parce que c'est le moins connu et c'est une nouvelle forme d'approche au sport parce que je crois qu'il y a qu'un autre sport où est si important ce qui se passe à l'extérieur. Je crois que c'est la Formule 1 parce que nous, en Formule 1, on peut être super bon à guider, à piloter, mais si on ne change pas trop vite, très vite les pneus, par exemple, aussi les mécaniciens dehors, ils travaillent mal, j'ai peur chaque fois, même si je suis pilote Ferrari. Voilà, c'est un exemple, mais je pense qu'il donne l'idée de ce qui se passe au beach handball, et notamment à l'extérieur du terrain. Et on démarre avec ma petite présentation. J'espère que ce soit clair. J'essaierai de vous faire comprendre l'importance de ce couloir extérieur parce que là, moi j'ai dit, il y a le deuxième match qu'il faut gagner. On va voir. Donc, et le changement de joueur, on va avancer. Donc, ça, normalement, c'est le terrain de beach handball, d'accord? Donc, vous savez, on a déjà discuté largement. Il y a une équipe qui change d'un côté et il y a une équipe qui change de l'autre côté, d'accord? Donc, on va utiliser les moyennes qu'on a là. Donc, il y a l'équipe A qui joue de ce côté-là et il y a l'équipe B qui joue de ce côté-là, d'accord? Donc, les rouges, ils vont attaquer, il y a la flèche là, et les bleus, ils vont attaquer de c'est important de comprendre que l'extérieur, c'est pas comme le handball ou tous les autres sports collectifs, un lieu où je m'assois et je me repose. Non, là, tu fais partie du match à 100%. Donc, il n'y a pas de temps de repos. Donc, on va voir pourquoi. Parce qu'avant, il faut savoir que les joueurs qui doivent sortir, il était obligé chaque fois, et ce petit garçon il a fait sortir, il était obligé chaque fois de sortir de son côté là. Vous voyez, il ne sort pas dans la zone comme aujourd'hui, mais il sortait avant. Là, il peut sortir où il veut. Vous voyez, il y a le petit là, il fait son 360, après il peut sortir de la zone. Avant, ce n'était pas possible. Les règles, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'évolution des règles, ça permet aussi de remonter le spectacle et l'amusement pendant le match. Sinon, avant, je plongeais dans la zone. Après, il fallait ressortir du terrain de jeu. C'était fatigant et compliqué. Et là, grâce à un petit détail, on a augmenté le spectacle. En fait, vous voyez, même pour le spécialiste, ça a augmenté. Le spécialiste, donc, il pourra sortir n'importe où. Là, il a fait son tir. Ça, c'était avant. Donc, vous voyez, il était obligé de sortir par là. Donc, maintenant, il nous fait revoir la chose. Vous voyez, il fallait revenir dehors et sortir par là. Aujourd'hui, heureusement, le spécialiste, il sort n'importe où. Vous voyez des spécialistes qui plongent, qui se jettent hors du terrain comme des fous. Et pour permettre aussi le repli défensif. Donc là, vous voyez, c'est des actions où il y a des joueurs que la première chose qu'ils font, c'est des sorties du terrain. Là, le changement avec le spécialiste qui rentre à nouveau. Ici, une autre action. Et la première chose qu'il fait le joueur par terre, il sort. Je vais stopper parce que ça m'intéresse de vous faire passer un message. Au handball, on parle beaucoup de changement de statut. Je crois que les joueurs de handball qui s'approchent, qui abordent le beach, ils vont comprendre encore plus ce principe de changement de statut parce qu'en fait là, tu n'as même pas le temps au beach handball de voir si la balle rentre ou pas. Tu sais déjà que ton devoir, ta consigne, c'est de sortir tout de suite. Pas le temps de faire la fête, pas le temps de... Il n'y en a pas de temps. Non, il y a 2 fois 10 minutes. Donc, et au handball, ça peut être franchement énorme pour les joueurs de comprendre ce concept de changement de statut. Moi, je vous parle en tant qu'entraîneur de handball, parce que c'est compliqué de faire comprendre et aux gardiens et aux joueurs. Une fois terminée l'action, il faut tout de suite oublier, il faut penser à la suite. On discutera après. Et le beach, franchement, pour ça, c'est fait exprès.
Voyez, il y a tout le monde. Il a perdu la balle. Il pense à sortir. Il pense pas à ramasser la balle, à se demander pourquoi. Donc, là, c'est le terrain. 27 mètres, 6 mètres la zone. Et maintenant... Chaque équipe occupe un côté. Alors, ça c'est le premier match à l'intérieur de cette zone-là. Pour moi, le deuxième match à gagner, c'est là. Parce que tu peux être un super entraîneur, tu peux être un super joueur, là-dedans, tu fais la folie. Mais c'est ici, vous, je dis vous, entraîneur, joueur, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe là. En fait, vous gagnez un match, mais il faut gagner 2 matchs. Comme il faut gagner 2 sets ou 2 manches pour le match, là, il faut gagner 2 matchs pour gagner un match. Parce qu'il ne faut surtout pas penser que là dehors, c'est pour se reposer. Et on va voir pourquoi. En fait, avant de voir la vidéo, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Là, on est en défense. D'accord? Gardien de but. Là, il y a un spécialiste qui attend. Disons qu'il y a des attaquants là qui attendent. Il y a des entraîneurs qui, une fois qu'ils récupèrent la balle, ils font sortir les 3 défenseurs pour faire entrer les 3 attaquants. D'accord? Ça, c'est, disons, une manière de voir les choses. Personnellement, je ne suis pas fan de cette formule, mais ça dépend des joueurs, des joueuses qu'on a, ça dépend des adversaires, etc. Après, la majorité des entraîneurs, ils jouent avec un des 3 défenseurs et quelqu'un à l'opposé de la zone de changement qui s'appelle runner, d'accord? Ou moi j'aime bien l'appeler la trottinette. Pourquoi runner? Parce que ce monsieur-là ou cette dame-là, elle doit faire tout le temps aller-retour pour permettre aux 2 défenseurs de sortir et changer avec les 2 attaquants, d'accord? Parce que si vous voyez la distance pour aller d'ici à ici, c'est la même que pour aller d'ici et ici. Donc, je refais. Cette distance-là, c'est la même. Donc, si je dois faire la fatigue d'arriver là, je peux arriver là. Après, ça dépend. Là, il faut mettre quelqu'un avec des caractéristiques physiques, franchement, des demi-fonds, comme ceux qui font le demi-fond. Une VMA, franchement, énorme. Parce que là, faire 10 minutes comme ça, après, on peut le changer, bien sûr. Mais c'est un rôle super important. Des sacrifices. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Pardon. Des sacrifices, mais qui peut faire la différence. Donc, une fois qu'on a dit ça, on continue. Différent du terrain. Donc là, on va revoir, c'est des vidéos de la Fédération française qui a mis en place. Comme on peut changer le spécialiste, il termine son action, il sort et il y a... pardon, c'est un joueur, et il y a le gardien qui rentre. Là, c'est encore le principe... hop. Donc, vous voyez, donc, la zone verte, la zone rouge, et chaque fois qu'il y a un changement de défenseur, d'attaquant, pardon, qui sort, il y a un défenseur qui rentre. Là, c'est pareil. Il y a le défenseur qui... C'est incroyable. On va remettre en arrière. J'aime beaucoup cette action. Pourquoi? Alors, on arrive. Hop. Ils vont essayer de faire le kung fu. Lui, le défenseur là, il a le... Qu'est-ce qui se passe? Il a déjà compris que la balle, il va faire le kung fu. Donc, il ne perd pas du temps pour venir la défendre. La première chose qu'il fait, il se retourne et il sort. Hop. On va effacer. Désolé, mais voilà. Hop. Vous voyez, hop, il a compris, il sort. Il sort. Et lui aussi. Pour donner la possibilité aux autres 2 attaquants qui sont déjà là près. Ça, c'est un principe de monter-balle, par exemple. Organisé. Là, il nous montre à nouveau gardien qui sort, mon spécialiste qui sort. Il y a le couloir rouge là pour revenir à rentrer au cage. C'est un 12e match que ça joue là à l'extérieur. Il faut le comprendre. C'est encore des exemples. Vous voyez, comme la gardienne, là, elle pense à récupérer sa balle. Et sort. Bon, elle le fait à la vitesse qu'elle fait, mais bon, chacun a ses moyennes, avec ses moyennes. Donc, le spécialiste qui rentre, ou la spécialiste qui rentre, on termine à nouveau l'action, la spécialiste qui se dépêche à sortir pour entrer. Alors,
je vous propose de regarder quelques petits exercices. Pourquoi? Parce que comme on travaille ça pour s'habituer et pour habituer les joueurs et les joueuses à ces changements, on peut décider de mettre en place une situation de ce type-là. Donc, où on divise le terrain par secteur. Il vaut mieux travailler toujours par secteur avec des effectifs de 2 contre 3. C'est conseillé. Après, chacun fait comme il veut. Vous voyez donc gardien et spécialiste prêts à rentrer. Les défenseurs sont 1 et 2. Donc, on parle de côté A. OK? Donc, dans la balle, il y a les attaquants qui rentrent, gardien qui est en train de sortir pour faire entrer le spécialiste. Il se retrouve pour le moment 2 contre 2 et voilà la supériorité avec le spécialiste. Et là, on joue l'opposition 3 contre 2 et on joue le match, on joue l'opposition normalement pour trouver la supériorité et aller au tir. D'accord? Regardez le spécialiste, il a fait sa passe. Sa priorité est de sortir. D'accord? Tout le monde se dépêche. Et les défenseurs et les attaquants, ils sont en train de dégager parce qu'ils ont terminé leur boulot. Et en même temps, regardez si j'arrive à... Regardez l'attitude de la gardienne. Elle est déjà en train de rentrer pour arrêter une éventuelle tir cache-cache. D'accord? Ça arrive. On l'a déjà vu. Il change. Là, il y a les attaquants et les défenseurs qui arrivent pour contrer les attaquants. Et ça, tout le monde doit mettre en place. C'est pas compliqué. Les premières fois, il peut être moins rapide, mais au fur et à mesure que les joueurs et les joueuses ils comprennent le principe, ça devient presque automatique. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour les habituer au changement des statuts. Et le gardien, première chose, est-ce que je peux tirer? Non, je fais la passe. Ça, j'adore le débordement qu'a fait cette petite. On va le revoir. Elle arrive. Il y a l'intervalle là, d'accord? Mais voit arriver la défenseuse. Fait un débordement externe-interne. Et avec le double appui, que c'est du beach handball, et garde son équilibre pour aller faire son 360. Donc, une fois qu'on a vu les changements, d'accord, attaque, défense, qui rentre, qui sort, après les entraîneurs, ils vont s'amuser à faire entrer ou les mêmes joueurs ou à changer pour faire respirer les joueurs. Ça, c'est à chacun de gérer. Je pense que la montée balle, après, prend du sens si on comprend ça. Parce que si on ne comprend pas bien les changements, la montée balle, ça reste la montée balle de handball, si vous voulez, mais même pas. C'est divin, on sort la balle. Donc, pourquoi ça prend du sens? On va le voir. Là, c'est la finale championnat d'Europe 2013 ou 19, féminin. D'accord? C'est le Danemark contre l'Hongrie. Alors, je stoppe à nouveau. Il faut savoir que le Danemark arrive à cette finale, mais joue au handball sur sable. C'est pas du beach handball. D'accord? La Hongrie, que ça fait déjà des années qu'il a développé le beach handball, joue de manière différente. Donc là, c'est la Danoise qui fait sortir et replie. C'est une Ragner, vous voyez, et elle sort jamais. Hop, ça c'est la montée balle organisée de l'Hongrie, que même l'Italie fait super bien, parce que c'est l'Italie, je crois, qui a démarré ça. Pip pour nous dire après. Hop, et ils vont trouver tout de suite le but. À nouveau, la joueuse danoise, cette fois-ci, marque son but. Il replie parce que c'est le Ragner. Et donc, en fait, il y a une joueuse, on va le noter. Il y a une joueuse qui se prépare là, d'accord? Il y a une autre joueuse qui se prépare là, et là, c'est la Ragner qui fait aller-retour. Donc, la gardienne va chercher cette joueuse-là pour transmettre la balle là, et les deux joueuses vont occuper l'espace extérieur là-bas pour permettre à la spécialiste d'arriver en courant. Allez, regardez, vous voyez la spécialiste comme arrive en courant. Donc la défense va fermer sur la spécialiste et donc il y a l'intervalle et ils vont rentrer. À nouveau, c'est pas la même action, mais c'est toujours la même chose qui va marquer. Et à nouveau.
Donc, les Danoises font une fatigue folle pour essayer de marquer 2 points et les Hongroises, en 2-3 secondes, ils sont déjà de l'autre côté à créer des situations à marquer des buts. Ça, c'est l'adaptation maintenant des Danoises parce que la spécialiste danoise a marqué. Regardez justement l'entraîneur, qu'est-ce qu'il dit. Ah là, voyez ça? Je vais vous le noter parce que si... Ça, c'est justement comme on fait au handball. On essaye de retarder la transmission des balles pour empêcher la montée de balle. C'est une choix très très pertinente. Je pense que l'entraîneur l'a bien fait. Et donc va ralentir, empêcher les Hongroises de faire leur montée de balle. Mais il y a aussi une autre chose qu'on va voir après. C'est-à-dire, si on choisit, on va faire la même chose. Si on choisit de laisser une joueuse là, allez, maintenant, donc, cette joueuse-là, elle reste là pour empêcher la passe. Elle, c'est la runner, donc elle revient. Donc, il n'y a qu'une défenseuse danoise à l'opposé. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe maintenant, justement. La balle va vite. Donc, justement, la gardienne, elle a choisi, au lieu de donner la balle à la joueuse de terrain, elle a fait carrément une contre-attaque, une directe, parce qu'il y a l'espace. Donc, maintenant, elle a raté son tir. Mais elle le peut rater une fois, après, elle ne le ratera plus. Vous voyez, hop, et à nouveau. Elle a marqué un point parce que c'était presque à la fin de la manche. Donc, la montée balle organisée, si on la maîtrise bien, c'est une arme formidable. Et en plus, il faut la maîtriser, il faut la proposer tout de suite d'entrer dans le match. Et là, on va voir pourquoi. Parce que j'ai choisi la finale du championnat du monde féminin 2018. D'accord? C'est la Grèce contre la Norvège. C'est le début du match, une petite minute. Et vous allez voir, il y a deux équipes qui vont essayer de démarrer tout de suite avec la montée balle parce que ça va faire la différence. Si avec la montée balle, j'arrive à gagner les 4 points de différence, après, Pipo, il peut confirmer parce que combien de fois, lui, avec son équipe, il a fait comme ça. Si on arrive à garder cet écart, on gagne le match. Mais après, il faut la mettre dedans. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on était là, d'accord? On était en train de regarder la finale des championnats du monde 2018 entre la Grèce et la Norvège. Je vous avais dit, regardez bien ce début du match parce que c'est là où il y aura la différence dans le bien ou dans le mal. Donc, la Grèce, c'était la première fois qu'il arrivait à la finale, je crois, la Grèce féminin. Donc, la Norvège qui récupère la balle, marque sur le même but. La Grèce qui essaie tout de suite de pousser. Alors, je vais stopper. Vous voyez là, là c'est la spécialiste qui a raté le bon tempo parce qu'il y avait tout le monde qui l'attendait. Elle arrive un petit peu en retard. Donc, la montée balle a été un peu ratée. Donc, ils vont récupérer parce qu'ils ont joué super bien au niveau d'attaque placée, notamment avec cette demi-centre-là. Regardez bien la Norvège. J'adore ça. Montée de balle, hop, hop, hop. Spécialiste qui arrive comme une folle et malheureusement rate son tir. Mais c'est ça le bon choix qu'il fallait faire. Il fallait mettre la pression. Donc, la Grèce, à nouveau, garde sa balle. Ils vont marquer 2 points de... Et à nouveau, la Norvège. Tac, 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 tac. Et bon, elle a raté. Bon, c'est dommage. C'était le choix à faire parce qu'il y avait la solution. Mais de rater 2 fois du tir comme ça du spécialiste, c'est perdre le match. Et en fait, tout le monde après sait comme c'est terminé le match. Je crois que c'est la Grèce qui a gagné pour la première fois au championnat du monde. Donc, les Norvégiennes, la Norvège a essayé tout de suite de mettre la pression. S'ils marquent les buts, les spécialistes ils marquent leur but, déjà ça change l'histoire, à mon avis, l'histoire du match. Et puis, tu es d'accord ou pas? Oui. Oui, je suis d'accord. Comme tu sais, comme toutes les personnes qui connaissent bien le beach handball, c'est une discipline où chaque moment peut être décisif dans le match.
Moi, je dis que toujours c'est 10 minutes de money time. Donc, concentration, attention, application, lucidité dans les choix, c'est absolument primordial. Si tu rates, tu donnes le break aux adversaires et avoir un break dans un match très équilibré, une finale, normalement un match équilibré, c'est déjà un atout qui peut permettre à l'équipe qui a fait le break de gagner le set. Donc, de pouvoir Gagner le match. juger le match. Est-ce que Et vous... donc, quoi dire, ce que tu dis, c'est essentiel. Et, faire une montée de balles avec le temps et le timing comme il faut, c'est absolument une nature qu'il ne faut pas mettre à côté. C'est important. Comme tu as dit, des fois, les équipes qui essaient de jouer avec 3 changements, oui, on peut le faire, pourquoi pas. Ça dépend quel type de joueur tu as. Si tu as des joueurs puissants, techniques, qui sachent faire la différence sur le jeu placé, pourquoi pas. Mais des fois, et le beach handball, c'est bon pour ça, il y a des équipes qui, au niveau physique, peut-être sont moins prêtants que d'autres, mais s'ils vont utiliser cette statut comme il faut et vont utiliser cette caractéristique, ils peuvent sûrement, dans 10 minutes, gagner le set et donc être en mesure de gagner le match. Le beach handball, pour moi, c'est un sport magnifique parce que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Exactement. Il n'y a jamais de valeur simple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis que c'est un deuxième match à jouer, il y a un deuxième match qui se joue à l'extérieur du terrain? Eh, Jérôme? Complètement d'accord avec toi. Et ce que tu montres là sur les montées de balles, c'est super important et c'est ce qui fait la beauté du beach handball aussi, qui fait la rapidité, je vais avoir. Le jeu est spectaculaire, ça sera plus facile. Mais ouais, complètement, ce changement de statut super important au handball, tout ça, c'est top, quoi. Tu prends cet exemple de la Norvège, il y a aussi l'équipe de France A avec l'entraîneur Michaelis qui se sert beaucoup aussi de ça quand il y a Johan Boisedu qui est spécialiste, qui arrive lancé et avec sa force de frappe qui peut trouver des solutions très rapides et très, très faciles. Il y a aussi, bon, peut-être que ça sera l'objet d'un futur Beach Café, mais tu as aussi l'équipe d'Espagne que j'adore voir jouer, qui n'est pas tout à fait sur des montées de balles, mais qui est plutôt sur des contre-attaques, qui sort vite fait 2 joueurs, le gardien qui relance sur l'ailier attaquant et le numéro 2 qui rentre pour de suite avoir une solution à l'opposé. Donc oui, entièrement d'accord avec... Oui, tu as bien anticipé. C'est mon idée pour la prochaine fois, pour la prochaine série de webconference, ce serait d'aller étudier les meilleures équipes, c'est-à-dire de faire un épisode d'une webconference sur le Brésil, sur l'Espagne, sur l'Italie, et voir ensemble, d'analyser les atouts, les faiblesses, s'il y en a. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien le faire. Mais bon, il faut du temps, on y arrivera, j'espère, en septembre. Donc, en fait, bon, avant de te poser les questions et rentrer dans l'espace invité des Beach Handball Café, je te pose une question. C'est compliqué pour vous, les arbitres, regarder ça, parce que franchement, regarder le match et regarder les changements à une vitesse, franchement, est-ce que on se demande de ne pas utiliser un troisième arbitre comme au tennis, par exemple, je ne sais pas, mais parce que plus on monte de niveau et de vitesse, et plus compliqué ça devient quand même. C'est en effet très compliqué, voire des fois impossible. Quand j'ai parlé de l'équipe d'Espagne qui va à 200 à l'heure, on peut pas tout voir. Le placement de l'arbitre est très important. Il y a des diagonales qu'on ne peut pas prendre pour gêner notamment la rentrée du gardien défenseur quand le spécialiste sort. Donc il y a beaucoup d'intelligence à avoir, il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de réflexion à avoir pour essayer de voir le plus de choses possible. Après, tu parlais d'un troisième arbitre, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, désolé. Non, mais... de part que le terrain soit petit, il y a déjà pas assez de place pour les joueurs. Donc, par contre, sur les compétitions internationales, on a 2 délégués, un de chaque côté, qui nous aident les arbitres pour ces mauvais changements. Et puis,
Autre chose, au bout d'un moment, quand on a l'habitude d'arbitrer ces matchs de beach handball, on les sent, les mauvais changements. Ah oui, Quand un gardien il est rentré trop tôt et qu'il va faire un arrêt, enfin, au bout d'un moment, ça se sent. oui. Donc, voilà. L'expérience joue un rôle essentiel et fondamental dans ces situations-là. Parce qu'en fait, comme tu dis, c'est l'expérience qui te dit, ah, il y a un truc là que... Ouais, Mais tout à c'est fait. normal. Donc, bon, alors, c'est le moment de Jérôme Roland. C'est notre invité d'aujourd'hui. Je vais dire, Jérôme, c'est quelqu'un qui est très, très connu au niveau handball, au niveau, pour son travail d'arbitre, c'est exceptionnel. Et c'est un des premiers que s'est rapproché au beach handball. En même temps que je te pose les questions et tu parles, j'ai fait passer quelques petits... Voilà. Donc, ça, la petite présentation de Jérôme. Et déjà, cher Jérôme, pourquoi le beach handball? Donc, pourquoi le beach handball? Ouais, j'ai quand même un peu préparé quelque chose. Hein? J'espère que je ne serai pas trop long. Vous me coupez hein, Non, 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 si on a c'est le trop long. temps. Parce que ouais, j'ai énormément de choses à dire, énormément de choses à vous faire partager pour expliquer le beach handball en France et d'où ça vient et ce que j'aimerais où on arrive pour la France et ailleurs. Donc pourquoi le beach handball? Mais ça remonte en 2001 Ah, où à côté de Perpignan on organisait des tournois de handball avec mon frère, avec le comité des Pyrénées-Orientales. Et sur ces tournois, on a fait un sandball tour catalan, sandball catalan, et avec des finalités qu'on faisait sur Bagnols-sur-Mer. Donc j'en profite pour passer un petit coucou à Jean-Louis Guichard de Bagnols, qui est chef de délégation et à l'origine du beach handball, en tout cas pour les équipes de France avec Michael S, qu'on va sûrement reparler après et que vous avez reçu, je crois, il y a deux beach cafés. oui, oui. Donc, il y a la fédération qui a reçu un courrier de l'EHF qui demandait à présenter des arbitres de beach handball pour le passage d'arbitre international EHF. J'ai un copain à l'époque avec qui j'ai arbitré, un jeune arbitre de Paris. À Paris, il n'y a pas trop de plages, à part Paris-Plage, mais on ne peut pas trop jouer. Et lui, il n'était pas trop plage. Et quand on lui a demandé s'il connaissait quelqu'un, de suite, il a pensé à mon frère et moi, donc Cyril Roland, mon frère. Et il a dit à Jean Lelon, l'ancien donc, président de la CCA, la Commission centrale d'arbitrage, je connais deux frères qui font du sandball et donc qui aiment bien aller sur le sable, à la mer et s'amuser avec le sandball. Donc à partir de là, nous voilà partir avec mon frère en Turquie pour un stage de beach handball, pour un passage de grade. Alors ça a été très très difficile au début. Excusez-moi, c'était quelle année que vous êtes allé C'était en en Turquie? 2002. 2002. Quand même, très... Voilà, Ah, très bien. 2002. Et on a enchaîné derrière sur le championnat d'Europe en Turquie en 2003. Mais très compliqué, mais déjà l'anglais. Donc c'est là qu'on regrette un peu de ne pas avoir encore plus étudié l'anglais à l'école. Ah, Mais Donc on peut l'anglais parler étant de vraiment la langue différences fondamentales avec le obligatoire beach au niveau à des l'international, changements, au niveau des zones de changement, avec mon frère au début où ça a ça été change tout le très très temps. compliqué pour s'approprier les règles parce qu'il y a quand même des règles très spécifiques au beach handball. Donc, passer cet examen, on fait derrière un championnat d'Europe en Turquie. Et puis voilà, le virus est pris, c'est parti, on fait des progrès en anglais, même si on n'a pas trop besoin d'anglais quand on arbitre, puisque le plus important pour l'arbitre, j'ai envie de dire, c'est le body language. Donc, body language, tout le monde sait ce que ça veut dire. oui, 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 oui. Nous, Attends, nous, les Italiens, on connaît super bien ce... Voilà. Les Italiens encore plus, qui savent parler avec les mains, qui savent expliquer beaucoup de choses sans parler. Et ça, c'est une donnée très importante au beach handball, la communication avec les joueurs, la communication avec les entraîneurs.
La communication avec le public aussi, faire passer des messages sur les règles qu'on applique. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mon anglais était pas terrible du tout. Et bien, on arrivait quand même, avec le body language, à faire passer énormément de messages et à prendre en main une équipe et à arriver à ce que ça soit du beach handball très spectaculaire, chose que tout le monde recherche. Et l'arbitre veut participer à cette fête. Ah oui, t'as vu l'épisode où j'ai montré les photos des arbitres de beach handball et des arbitres de handball. Ça m'a sauté aux yeux. Comme les souris des beach handballeurs, c'était des arbitres de beach handball, c'était partout, partout, partout. Et manquait pas le sérieux, c'était des gens sérieux, je veux dire, c'est pas des gens qui arbitraient pas. Tout à fait d'accord, ouais. Non, l'arbitrage au beach handball, c'est très très sérieux, oui. Et donc, bon, ça c'était donc des petites fiches pour te remercier. Et la deuxième question, c'est justement tes expériences que tu viens de me dire. Ça m'intéresse ton rôle tes rôles de délégué aussi, que ça t'a permis, je pense, d'aller croiser les chemins de pas mal d'acteurs de beach handball au niveau européen, mondial. Parle-nous un peu de ça, de tes expériences à l'étranger. Et quand tu revenais en France, si tu avais l'impression d'être tout seul, parce que quand tu parlais de beach, les gens disaient, voilà, dis-nous ça, s'il te plaît. Bon, pareil, beaucoup de choses à dire. Je vais finir ma carrière d'arbitre international de beach handball avec mon frère, donc elle se termine en 2008. Avec l'apothéose en 2006, je vais en parler quand même parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est les championnats du monde au Brésil sur la plage de Copacabana. Waouh! Avec la finale Brésil-Turquie qu'on arbitre avec mon frère, finale garçon. Donc ça restera un énorme souvenir et quelque chose qui me permet encore aujourd'hui de discuter notamment avec les Brésiliens ou avec d'autres personnes que j'ai côtoyées pendant ma carrière d'arbitre. Enfin, c'est quelque chose qui restera vraiment gravé à jamais. Donc une finale de championnat d'Europe aussi garçon avec mon frère. Et puis derrière un championnat d'Europe en Italie, à Misano, je crois, de mémoire. À Misano Adriatico, oui. Voilà, avec le président de la Fédération française de handball dans les tribunes, qui nous a dit il faudrait faire quelque chose avec le beach quand même. Donc, on n'a rien vu. Pareil avec Philippe Banin, donc l'actuel DTN de la fédération, qui était avec nous au Brésil, qui je crois a pris beaucoup de plaisir pendant cette compétition. Et derrière, il n'y a rien qui vient, Moi, je continue à m'occuper puisque je fais aussi de la formation pour la fédération espagnole de balonmano playa. Oui. Donc, je continue à garder ce virus et à garder le contact avec le beach. Mais il n'y a rien qui se passe en France. Voilà, et puis on arrive en 2016. Mika vous en a déjà parlé. Il vient me voir, Jean-Louis Guichard vient me voir. Et puis on monte un trio, et puis c'est parti. Enfin, la fédération nous écoute. Enfin, la fédération met des moyens pour le beach handball. Et enfin, Montalivet, été 2016, on a deux équipes de France, donc filles et garçons, qui sont en train de naître et qui derrière vont avoir des résultats plutôt pas mal pour une première année, notamment à Zagreb en 2017. Et donc, parce qu'en fait, quand j'ai été posé cette question, parce que quand je suis arrivé en France il y a 10 ans, moi, le beach, c'était déjà quelque chose voilà, depuis qu'est né, je connaissais. Et je parlais de beach, et les gens me disaient, oui, il y a un tournoi de sandball à Nice, viens avec nous. Sandball, j'ai dit, bon, sandball, ça veut dire beach handball, donc je ne maîtrisais pas trop le français à l'époque. Et donc, le sandball, ça existait qu'en France. Donc, je voyais les gens jouer, s'amuser, mais il n'y avait pas de règles. En fait, chaque match, c'était pas le même. Et ça fait pendant des années, je disais, mais le beach. Les gens me disaient, mais c'est quoi ce beach? Ça ne nous intéresse pas. Et ça m'a dit, c'est pas possible. C'est, comme tu dis, moi j'avais le virus du beach handball, j'arrivais pas à le propager. Désolé voilà, d'utiliser ce mot virus d'acéton un peu malheureux, mais disons que c'est quelque chose de positif par contre. Donc, voilà, je suis super content comme toi qu'aujourd'hui finalement ça démarre.
Et je crois que la France a un potentiel énorme, énorme, énorme. Et Pipo, il me répète toujours ça, il me dit, écoute, t'inquiète pas, la France, bientôt, elle va devenir une puissance mondiale de beach handball. Quoique, c'est pas évident de gagner tout le temps au beach handball, c'est plus compliqué encore. Et Pipo. Tu sais que Claudio, pour la Oui, petite histoire, pendant oui. qu'on arbitrait avec mon frère, souvent on nous disait mais pourquoi la France n'est pas là? Pourquoi la France n'est pas là? Bon, on avait la réponse et on leur disait que si on arrivait sur le beach handball, on allait tout gagner aussi. Mais c'était vraiment dommage, quoi. C'était Oui. vraiment dommage qu'il n'y ait pas les Français sur ces compétitions internationales. Bah, tu sais, là, la dernière fois, semaine dernière, Justine Joly, elle a fait passer un message parce que le problème, c'est que quand tu es joueuse ou joueur de haut niveau, les clubs, ils ne te laissent pas partir pour faire du beach. Et donc, elle était, je le voyais, elle était un peu frustrée parce que elle aime bien le handball, mais elle aime bien aussi le beach. Et elle sait qu'à un moment donné, elle ne peut pas faire les deux choses parce que l'organisation ne permet pas de le faire aujourd'hui. C'est très compliqué. Et donc, on va essayer de mener une bataille, entre guillemets, positive pour faire comprendre les bénéfices du beach pour le handball. Et on y arrivera, hein. Déjà, et on démarre avec le beach, après on verra. Mais bon, je comprends la frustration de Justine, je la comprends. Oui, oui, complètement d'accord avec Justine, hein. C'est vrai qu'on a commencé un peu à l'envers en France. Alors, on a commencé par les équipes de France. C'était plus facile parce qu'on a pris des joueurs pros, donc des joueurs qui ont de suite adhéré et compris l'esprit beach handball. Tu parlais d'esprit, il y a un véritable esprit beach handball. Donc les joueurs pros l'ont compris et on a pu de suite faire du beach handball et pas du sandball. Commencer à l'envers, normalement les équipes de France, ils émanent de tout ce qui se fait dans les territoires, des équipes de clubs, des équipes de département, des équipes de ligue, et là-dedans on va faire des sélections pour avoir une équipe de France. Ouais, On essaye depuis 2 ans de monter ce fameux trophée de France ouais, avec des championnats régionaux, des championnats territoriaux qui amènerait le champion de ligue sur une finalité à Paris pour gagner le trophée de France, équivalent de la Coupe de France en indoor. ouais. Et ce même champion de France qui pourrait aller aussi, Pipo, tu vas le dire tout à l'heure, sur la Champions Cup ou la Champions League du beach handball. Donc j'espère qu'on va réussir à développer tous ces championnats parce qu'on manque cruellement de support. Pour ma part, tu en as parlé, mais je suis aussi donc responsable du beach handball au sein de la CNA, la Commission Oui. nationale d'arbitrage. Donc depuis 2016, j'ai déjà formé 12 binômes, dont 2 qui sont EHF. Et chaque été, j'ai pas assez de stages, j'ai pas assez de tournois pour donner à mes arbitres pour qu'ils puissent aller s'éclater sur le sable. Je vais en profiter, Claudio, aussi Et oui. pour dire ce qu'on est en train de faire avec la Ligue Occitanie. Ben oui, 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 Si c'est tu le me permets. moment, c'est le moment. Voilà, donc à l'appel d'Aurélien Salvador, le président de la CTA d'Occitanie, qui m'a dit que la Ligue Occitanie a un gros projet pour monter du beach handball et j'espère qu'ils vont y arriver puisqu'il y a 2 tournois qui sont prévus à Carmaux et à Agde les week-ends du 29 et 30 août. 29-30 août, donc, ok. Ouais, j'espère vraiment qu'on va réussir à monter ces 2 tournois parce qu'en parallèle à ça et pour préparer les arbitres, je suis en train de préparer un kit de formation arbitrage pour donner une sorte de cahier des charges, une sorte de formation, d'information pour donner à tous ces clubs qui souhaitent monter des tournois, tous ces territoires qui souhaitent monter des tournois, des documents, des vidéos, des QCM pour qu'ils puissent se préparer et former des arbitres qui après vont aller sur les tournois, gérer, officier sur les rencontres. Donc on a quand même formé 60 arbitres en Occitanie, Oh, niveau théorique. bravo. Il reste maintenant la pratique qui va être encadrée par mes arbitres, mes juges arbitres nationaux. Donc, encore une fois, j'ai des arbitres, mais les supports ne suivent pas. Donc, j'espère que vraiment qu'on va réussir, que tous les territoires vont jouer le jeu. PACA a mis en place un tour qui a très très bien marché l'année dernière. Malheureusement, cette année, c'est pas possible. Mais j'espère que Vanessa va encore faire avec Eric Hentin
du gros travail pour monter quelque chose l'année prochaine, avec l'aide de Mathieu et Maxime, Et Maxime, que vous avez oui. déjà eu dans Oui, dans oui, le oui, Beach oui. Café et qui font un travail énorme sur l'arbitrage. Donc j'espère vraiment qu'on va réussir à avoir des supports, parce que pour ma part, mes arbitres, ils attendent que ça, quoi, d'aller s'éclater sur le sable. Et oui, en fait, bah, on discutait juste hier, avant-hier, on a fait une visioconférence avec le comité. On parlait tout à fait d'arbitrage et avec Pip, on disait, mais écoutez, rien n'empêche des gamins d'être arbitres l'été et joueurs l'hiver. C'est pas que une étiquette, t'es arbitre toujours, tu resteras. Non, non, en fait, c'est le plaisir d'arbitrer l'été, comme à l'inverse, l'hiver, t'es arbitre, l'été, t'es joueur de beach. Donc, c'est interchangeable. Quand j'ai dit ça, ils se disent, ah oui, ben, eh oui, on les forme, mais après, c'est à eux de choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Hein. C'est pas, on donne les outils, les moyens. On est là pour ça. Mais je pense déjà que le fait d'avoir déjà les arbitres prêts, c'est super, parce que dès qu'il y aura les premières manifs, c'est eux qui permettront la bonne réussite des matchs, donc et des tournois. En tout cas, bravo pour tout le travail que tu as fait depuis toujours et tout l'engagement que tu mets, parce qu'on a besoin franchement de gens déjà préparés comme toi et ton frère vous êtes. Et au moment donné, vous avez répondu présent. Comme Pipo et moi, on est là depuis toujours, on répond toujours présent. Donc, et la dernière question, c'est l'évolution de ce beach handball. Comment tu vois l'évolution du beach handball et en France et au niveau mondial? Parce que justement, tout à l'heure, c'est pas par hasard que j'ai parlé des règles, d'adaptation des règlements pour permettre au spectacle comment dire, de devenir de plus en plus important. Et donc, toi, avec l'expérience énorme que tu as, comme tu vois l'évolution du beach dans le futur. Alors, avant, si tu permets, Oui, un oui, petit oui. message, parce que on nous a mis énormément de bâtons dans les roues, mon frère et à moi, et après moi en 2016, quand j'ai pris la responsabilité de la formation des arbitres au sein de la Fédé, comme le beach handball, pareil en France par rapport au sandball, les sandballeurs hésitent à venir au beach handball. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les règles, et je pense que si ils connaissent les règles, ils viennent au beach handball, ils vont adhérer de suite. En tout cas, il y a la place pour les deux. Les deux sports sont vraiment complémentaires. Euh, Moi, je vais parler de la formation des arbitres de beach handball et de la complémentarité avec l'arbitrage en indoor. Je reste persuadé que la formation d'un arbitre de beach handball, tout ce qu'il va vivre, tout ce qu'il va acquérir, on a parlé déjà tout à l'heure du body language, toute cette expérience qu'il va avoir en officiant sur le sable, ça va lui servir sur le indoor. On a aussi parlé de voir les joueurs dans un autre contexte, de voir les entraîneurs dans un autre contexte. Mathieu et Maxime vous en ont déjà parlé. Oui. Pendant les stages équipe de France, les arbitres sont tout le temps avec les joueurs lors des entraînements. Donc ça échange tout le temps. Et après, quand on arbitre ces mêmes joueurs en indoor, ben, il y a une autre communication qui se crée. Il y a une relation de confiance, il y a autre chose. Et ça apporte énormément à l'arbitre. J'ai aussi formé deux binômes, donc HF, Darefana qui encore aujourd'hui officie sur les grandes compétitions européennes. On a aussi formé un binôme HF de Raj Poulinek, deux filles. Qui sont, Stéphanie a eu un petit bébé, donc ils ont mis leur carrière en parenthèse, mais ils ont fait un énorme travail au niveau du beach, et puis ils se sont aguerris, et ça leur a servi pour arriver juste à une marche du plus haut niveau français. Elles étaient vraiment pas loin. Elles m'ont fait formatrice lors de stages, c'est pareil. Pour quelqu'un qui était quand même relativement timide avant, Oui. De parler et de présenter le beach handball, ça apporte énormément. Donc j'espère que la suite du beach handball et la suite de l'arbitre, le fait de parler ici aussi, j'espère que ça va faire comprendre à tout le monde que c'est complémentaire avec le indoor, que c'est pas parce qu'on va l'été sur le beach qu'on va être fatigué mentalement et qu'on va arriver pour la prochaine saison fatigué. C'est entièrement faux. Au contraire, on s'éclate sur le sable et on va arriver reboosté,
physiquement pour passer les tests des débuts de saison, parce que vous le savez aussi bien que moi, sur le sable, c'est très fatigant. Tu parlais des runners tout à l'heure, c'est clair, c'est fatigant. Donc voilà. Pour parler de la suite, au niveau de français, j'espère vraiment qu'on va arriver à monter des tournois un peu partout dans les territoires. J'espère aussi vraiment qu'on va arriver à faire ce trophée de France qui va être une vitrine pour parler du beach. Il y a Joël Demouge et Patrick Tessier qui font un énorme travail avec de la vidéo que tu as présentée tout à l'heure, vidéos qui sont disponibles sur le site de la Fédération française de handball. Donc la Fédé nous aide aussi pas mal, même si elle pourrait nous aider un peu plus pour faire parler du beach. Vous avez aussi, tu en as parlé la fois dernière, tous les dimanches des matchs commentés avec Valérie et Mika et puis des joueurs qui participent. Donc parlons de handball, faisons-le connaître et puis on va arriver à faire des tournois pour que tout le monde s'éclate et pourquoi pas un jour faire comme en Espagne où les finalités, voilà, on a plus de 300 équipes, on a les finalités en direct à la télévision et on va pouvoir avoir un sport spectaculaire, fun, fair play, où tout le monde va s'amuser. Et puis après, au niveau international, Pipo va en parler tout à l'heure, mais il y a plein d'autres choses à faire, il y a plein de réflexions sur les règles pour essayer de le rendre encore plus rapide, plus spectaculaire. Mais je pense quand même que le calendrier est déjà assez chargé. Pipo, tu vas en parler, World Games, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux panaméricains. Il y a déjà vraiment de quoi faire et de quoi s'amuser. Donc venez faire du beach handball. Je pense que le message est passé et on ne s'arrêtera pas de le faire passer parce que on a des études déjà par rapport aux bénéfices physiques du beach handball et on va préparer ça les prochaines fois. Mais l'approche psychologique, moi, j'avais cherché, je l'avais dit à Pippo tout à l'heure, j'avais cherché des experts psychologues qui suivent les sportifs de haut niveau. Malheureusement, j'ai eu des contacts, mais pour le moment, ça n'a pas été possible. Ça m'intéresse d'avoir quelqu'un, des scientifiques, qu'est-ce qui se passe là? Ça m'intéresse d'avoir quelqu'un de scientifique qui confirme ce que nous, on sait déjà. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est énorme le beach handball pour les joueurs de haut niveau de handball. Mais j'aimerais bien que des scientifiques supportent notre pensée parce que sinon les experts du handball nous disent oui, mais c'est vous qui le dites. C'est les experts qui doivent le dire. Bon, ça c'est juste la parenthèse par rapport à ça, mais on y arrivera. Et merci beaucoup pour l'intervention, Jérôme, pour ton enthousiasme, ta passion. C'est franchement qu'il faut qu'on fasse passer avec Beach Handball Café. Et oui. Si je peux me permettre, juste un dernier mot. Oui. Dire merci à tous qui travaillent avec moi, à toutes les personnes qui travaillent avec moi au sein de la Fédé et au sein de l'Occitanie aussi. Et plus particulièrement à David Monlor qui s'occupe des juges arbitres jeunes. Voilà, donc merci à toute cette équipe de m'aider. Et merci aussi de la part de Beach Handball Café parce que on apprécie tous les acteurs de Beach Handball parce qu'on sait que c'est énorme le travail qu'il y a derrière que personne connaît ou voit. Mais nous, on le sait, donc il y a un remerciement de notre part aussi. Et on est là pour vous soutenir, hein, si vous avez besoin. On est là avec Pip, on est toujours disponible. On va créer des choses pour essayer de développer le beach. Ça, c'est sûr et certain. Et je voulais partager avec vous une petite vidéo. Vu que tu es là, on profite. Alors, ça, je l'ai trouvé sur Facebook. C'est Boris Thibault, que je pense que tu connais, qui a partagé ça. Alors, est-ce qu'il y a penalty là? L'arbitre il siffle penalty. On va revenir derrière.
Donc Boris Thiebaud qui a pris la vidéo, qui l'a repris sur notre groupe. Oui, Donc on a créé avec Maxime Gandon un groupe Beach Handball Arbitre. oui, oui, Donc, oui. Instagram, Facebook. Je profite, hein, je fais un Oui, 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 non, mais parce que moi, j'arrive pas à tout me rappeler, c'est vrai, il fallait le dire. Il y a un groupe Voilà, Facebook. donc on essaye pour le moment de présenter les différents arbitres, les différents binômes. Voilà, on va mettre régulièrement des vidéos pour essayer de parler de points techniques et d'arbitrage. Et c'est vrai qu'on a 3 vidéos qui m'ont été envoyées par Cédric et Mathieu d'Arefanac. Et ces 3 vidéos, on a le même style de choses. Alors, on va échanger avec Claudio, Oui. Pipo, votre point de vue technique. Le mien, c'est que sur ce tournoi, tous les arbitres ont laissé faire le fait que le défenseur fasse 1, voire 2 pas en direction de l'attaquant pour aller chercher le passage en force. Je trouve que si on laisse passer ça et si l'arbitre n'interdit pas directement ce genre de défense, de la 5 rouge qu'on voit là, la 3 centrale, Oui. ça dénature le beach handball et il y aura plus on ne pourra plus faire de 360, on ne pourra rien faire, on va siffler des passages en force. Et alors qu'au niveau du beach handball, on n'a pas énormément de passages en force. Donc on a mis cette vidéo pour vraiment parler, la numéro 3 en défense, mais de dire interdiction de laisser passer Elle est là. des Hop. défenseurs qui vont chercher l'attaquant, même avec le corps. Pourquoi 7 mètres? Pourquoi 6 mètres? Pourquoi penalty? Ça se discute, mais j'ai envie de dire qu'elle revient sur la joueuse. Elle peut peut-être la toucher, et si elle la touche, il y a penalty, et il y a aussi exclusion pour faire passer un message. Moi, je parlais du body language, ça tout à l'heure, mais faire passer le message d'aller chercher l'attaquant, mais au beach handball, on ne peut pas. Et du coup, après, derrière, les arbitres sur ce tournoi, je pense qu'ils auraient eu des matchs beaucoup plus faciles à arbitrer. En fait, moi, en regardant la vidéo, je ne sais pas si après l'arbitre a sanctionné la joueuse qui a fait la faute avant, parce que sur le tir, il n'y avait pas de faute. En fait, la joueuse, elle a fait son 360. Il n'y a personne qui l'a touché. Donc, il a donné l'avantage. Et c'est comme s'il était revenu sur la faute qu'il y avait avant. Mais alors, il fallait sanctionner aussi la joueuse. Je ne sais pas. Bon, moi... Pour ma part, oui. Moi, je les ai visionnés pas mal de fois. Pour moi, il y a suspension à la numéro 5 pour lui dire d'arrêter d'aller chercher le demi-centre avec le corps. Donc ça, c'est clair. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à... Cette numéro 5 va toucher, c'est mon avis, et donc au siffle penalty. Mais en effet, tu as raison, ça ne mérite pas une sanction disciplinaire sur le penalty, mais c'est plutôt avant sur la première situation. Oui, voilà, moi je pense que... bon, après, en tout cas, je vois que personne discute. Oui, Pip, oui, bien sûr. Mon opinion, c'est que le contact, c'est pas seulement avec les bras qu'on le cherche. Si tu fais un contact avec ton corps et tu as fait un contact avec ton corps, si tu gardes les bras à tu long et tu n'as pas choisi le bon temps pour faire que ce soit l'attaquant qui va en contact avec toi, alors c'est sanctionné. Pour moi, c'est ça. Toucher un adversaire avec n'importe quelle partie du corps, c'est une sanction. Après, si l'action est capitale pour ce qui concerne le but, c'est même penalty. Donc, même un contact comme ça, pour moi, est sanctionnable même. Pourquoi pas? Ça dépend de la gravité, le moment où il était fait, d'une sanction et d'une suspension temporaire. Bon, donc le but de cette vidéo, c'était pour faire passer un message de ces défenses illicites pour aller chercher le passage en force qu'on voit de temps en temps. Et je pense que sur les tournois, il faut de suite l'arrêter de la part des arbitres. Et après, il y aura des matchs qui seront beaucoup plus spectaculaires. Oui, parce qu'en rappelons qu'en fait, on l'a déjà dit plusieurs fois, au beach handball, il n'y a pas de contact physique, on ne défend pas comme handball, il n'y a pas de neutralisation. La seule chose qu'on peut faire, induire l'attaquant à faire un passage en force. Mais induire, ça veut dire je couvre l'intervalle, je m'oppose avec mon corps. Et souvent, il y a des joueuses et des joueurs
qui joue un peu sur le fait d'avancer, aller vers l'attaquant pour, comment dire, forcer le passage en force. C'est une forçature, voilà. Mais et le rôle de l'arbitre, c'est juger s'il y a l'intentionnalité ou pas. En fait, des fois, on prend un passage en force, mais on est propre, et des fois, on exagère. Notamment, je pense les Croates ou, je sais pas, l'école de l'Est, ils sont un peu plus... voilà, c'est les Italiens de l'Est, les Croates, disons comme ça. Mais ils sont forts. Donc, des fois, ils arrivent, des fois, ils n'arrivent pas. Et c'est bien de rappeler le respect des règles parce que on a besoin des jambes et de la tête plus que de cette petite, comment dire, escamotage pour trouver l'avantage. Et voilà, j'ai profité de toi, Jérôme. J'ai trouvé sa vidéo. J'ai dit c'est sympa de partager avec quelqu'un comme Jérôme et tous ceux qui nous regardent pour comprendre comme le détail fait la différence. Donc, à ce moment-là, on passe à Pippo et on voudrait vous parler des manifestations internationales qui aujourd'hui il y a dans le beach handball. Comme ça, on essaiera de comprendre un petit peu mieux qui joue où, quand, pourquoi, etc. Donc, ça c'est... Non, ça... Alors, non, ça... on va Attendez, dire, attendez, attendez, attendez. J'ai raté... mettre ton live. Je vais partager la fiche... elle est là. Donc, affichage, on va Alors, mettre mode plein écran. Donc, c'est moi qui l'a fait, mais c'est Pippo qui parle. En fait, vas-y Pippo. alors, comme vous voyez là, on a, avec Claudio, on représente cette image où il y a les gros organismes, non, qui sont responsables de l'organisation de l'activité d'handball international. Il y a l'organisme central qui c'est l'IHF, et qui donc s'occupe des compétitions au niveau mondial. Et après, il y a les filiales, comment on peut dire, continentales, l'EHF et la filiale européenne, et les autres filiales de différents continents. Alors, pour les compétitions internationales, il faut justement distinguer les compétitions internationales par club et les compétitions internationales par équipe Nationaux. représentative nationale. En Europe, nous, on a comme compétition internationale d'abord un tournoi sur étape qui s'appelle l'Europe Beach Tour. Mais Et l'Europe Beach Tour, ça, on est parlera après, Pippo. Si tu peux, s'il te plaît, parler d'abord alors je vous parle de la... nationaux comme l'IHF, le HF qui gère l'handball. Et à l'intérieur de cette organisation-là, nous trouvons les organisations de beach handball respectifs avec le symbole que vous voyez de l'IHF et de l'EHF. D'accord? Ça, c'est les symboles des organisations qui gèrent le beach handball. Et il y a aussi Jérôme qui arrive. Oui, Pippo, voilà. J'ai repris ce que tu étais en train de dire. Donc, et l'IHF, avec son organisme qui gère, qui s'occupe du beach handball, met en place tous les 2 ans les championnats du monde. Et Pippo, tu peux continuer. D'accord. Si on peut parler des compétitions internationales, on peut dire que le championnat du monde est organisé par l'IHF et a lieu chaque les 2 ans. Au championnat du monde, avant, c'était des équipes qui participent par invitation, mais depuis quelques années, les équipes vont se qualifier à travers les compétitions continentales. En Europe, je crois qu'il y a 4 ou 5 places, et après ça dépend des équilibres qui vont être donnés dans les différents continents, qui, à la suite de participation au championnat d'Europe, puissent se qualifier pour le championnat du monde, comme Claudio a dit, a lieu chaque les 2 ans. Mais avant c'est comment? On doit se qualifier pour le championnat du monde, comme ça marche? Avant, je crois que c'était pour invitation. Jérôme peut confirmer ça. Oui, oui, c'était ça. Maintenant, c'est les 7 ou 8 premiers en fonction des places qu'il y a. C'était comme ça, non? Oui, oui, tout à fait. Et maintenant, c'est les 7-8 premiers qui se qualifient pour les championnats du monde. Voilà. Maintenant, c'est les 7-8 premiers qui se qualifient. Donc,
C'est ça, c'est maintenant. Chaque 2 ans, il y a ce championnat du monde. Le dernier championnat du monde a été disputé en Russie, à Kazan. Et c'était les Brésiliens qui se sont jugés pour la 5e fois, pentacampion. Non, c'est Vraiment, oui, c'est les Brésiliens. de cette discipline. Voilà, c'est ça. Et Après, il y a donc, championnat d'Europe, on a parlé, il y a les compétitions pour les jeunes moins 17. Il y a des compétitions qui partent à travers un championnat d'Europe, qui c'est la première phase. Le championnat d'Europe, cette année, par exemple, était prévu et va être disputé en Italie, à Silvi Marina, du 24, du 26 au 29 de septembre. Et c'est qualificatif au championnat du monde. Je crois que là aussi seront 5 ou 6 équipes qui vont se qualifier pour le championnat du monde, qui est qualificatif aussi pour les Olympiades des jeunes, qui dans les 2022 seront disputées à Dakar. Donc pour arriver aux Olympiades des jeunes, il faut donc faire un parcours qui part du championnat d'Europe, qui aura lieu cette année, qui va passer pour le championnat du monde, qui sera disputé au Portugal la prochaine année 2021. Et après, il y aura les championnats, les Jeux olympiques des jeunes à Dakar 2022. Donc, pour ça, comme ça, on a fait le tour, pour ça qui comprennent les compétitions internationales, d'où il y a aussi, il ne faut pas oublier, il y a les Goodwill Games, c'est des Jeux mondiaux dédicacés à la sable. Et c'est une compétition très importante, ça aussi, parce que c'est une petite mini-mondiale, si on peut dire, où les équipes participent justement avec l'esprit qu'on connaît bien maintenant. Et Et parle-nous après des compétitions. la Champions Cup. Parle-nous de la Champions Cup. Qu'est-ce que c'est la La Champions Cup? Champions Cup, c'est une compétition, c'est la Champions League des équipes de clubs, non? La Champions League européenne va être disputée cette année. Malheureusement, c'est pas possible de disputer. La prochaine année et encore l'année suivante, parce que pendant 4 ans, va être disputée en Sicile, à Catane. Et chaque fédération européenne peut présenter un, voire 2 équipes. L'équipe qui va être présentée, normalement, c'est l'équipe champion nationale. Mais s'il n'y a pas un championnat national, il y aura toujours une compétition, comme dit Jérôme, peut être, il était en train d'être organisé cette année en France, mais malheureusement, on n'a pas pu l'organiser, où chaque grand macro-région allait présenter une équipe qui était sortie par des tournois comme celle qu'on avait fait chez nous, le tournoi de Beach Handball Région Sud, ou peut-être aussi chaque région de France, chaque macro-région de France, chaque département, chaque macro-région, pour dire, allez, chaque ligue, et voilà, le nom correct c'est la ligue, chaque ligue va représenter même une représentative de ligue, et après, ça c'était une façon pour représenter la meilleure équipe de France, pour dire le champion de France, pourquoi pas. Oui, champion de France, oui. Oui. L'année passée, même s'il n'y avait pas eu un championnat de France, mais peut-être parce qu'il y avait eu cette compétition où l'équipe de Mika avait participé, il y a eu l'équipe de Mika qui a participé avec un superbe résultat à la Champions Cup de Catane. Et l'équipe de Mika est arrivée 3e, médaille de bronze, c'est un superbe résultat. Oui. Donc, c'est ça, en gros, celles qui sont les compétitions internationales qui vont être jouées. Justement, tout ça doit être à travers un réseau de tournois qui vont être organisés au niveau local, régional. Et nous, on espère d'être aussi de participer à le développement de cette magnifique discipline en France qui pourrait permettre d'avoir des choses très intéressantes. L'Europe Beach Tour, tu me montres là, c'est Les un BT. tournoi très particulier. C'est comme, comment on peut dire, comme différent, comme un ATP de tennis. Il y a plusieurs tournois qui vont être organisés dans le territoire européen. Chaque tournoi doit respecter un protocole. Plus dans le tournoi, il y a des options particulières qui permettent de faire devenir plus important le tournoi. Plus le tournoi va avoir des points. Et donc, il y aura le tournoi
à mi-point. Je me souviens maintenant quels sont les points particuliers. C'est comme dans le tennis, il y a les tournois de 1000, les tournois de 500 et les tournois de 250. Ça dépend quel type d'organisation et quel type de structure on met à disposition pour le tournoi. Si on respecte ce protocole précis de l'Europe Beach Tour, on peut organiser un tournoi où il y a des délégués européens qui vont à vérifier que tout le système est mis en place comme il faut. Et à la fin, les meilleures, je crois, 8 ou 12 équipes vont participer au final ABT. Il sera comme un master, si on peut dire, un master du tennis, comme dans le tennis. Je viens de visualiser, Pipo, en même temps que tu parles, j'ai mis la page internet de l'EBT, d'accord? Donc, pour bien comprendre, si vous avez envie d'organiser un tournoi EBT, bah, il faut s'inscrire là-dedans. Il y aura un cahier des charges très strict, c'est-à-dire on ne peut pas organiser, comme venait de dire Pippo tout à l'heure, on ne peut pas organiser un tournoi EBT n'importe comment. Il faut respecter un certain cahier des charges. Et une fois qu'il y a des gens de la Fédération européenne qui viendront contrôler, une fois que vous rentrez dans les cadres, les critères, vous avez droit à organiser, à avoir le label de EBT. Après, rien ne vous empêche d'organiser un tournoi de beach handball comme vous voulez. Mais après, vous voyez avec la fédération, la ligue locale. Mais si vous voulez rentrer dans ce circuit-là, il faut respecter ça. Parce que, c'est pas Pipo, si tu l'as dit, si tu gagnes un tournoi EBT, il y a de l'argent, il y a des primes en argent. Il y a aussi des primes, bien sûr. Il y a aussi des primes. Chaque compétition EBT prévoit des primes. Et si tu as des primes intéressantes, ton tournoi va à plus de points. Et justement, vous comprenez que les équipes qui sont très engagées dans le beach handball et qui ont envie de participer, pourquoi pas, au master final, les finales EBT, ont envie de gagner des primes et de participer à des tournois qui ont plus de points. Et donc, Je ne sais n'importe. pas quelles sont les possibilités de l'organisateur de rentrer dans cette cahier de charge que tu as bien expliqué. Et donc, on peut organiser des tournois pour rentrer dans le circuit ABT. Vous avez envie de jouer dans ces tournois-là, vous pouvez créer une équipe, vous pouvez vous inscrire sur le site EBT. Je vous montre la liste des équipes car aujourd'hui, chaque année, il faudrait faire l'inscription. Donc, il y a beaucoup d'équipes croates, bon, c'est normal. Il y a deux équipes des Cypres, par exemple, deux équipes danoises. Et voyez combien d'équipes espagnoles. Il y a deux équipes françaises. Il y a la team Tchatcher, c'est l'équipe, la team de Michaelis, qui l'année dernière a gagné la médaille de bronze à la Champions Cup. Et voyez aussi, il y a beaucoup d'équipes allemandes. Beaucoup Et d'équipes. qui a gagné même un tournoi ABT cette année en Hollande. Ont gagné, oui, ils ont gagné aussi. Cette Et donc, équipe-là a gagné un tournoi et a acquis des points très importants. et à chaque fois que vous participez à ces tournois-là, et vous, en fonction des résultats, vous avez des points et vous pouvez espérer de rentrer dans les finals. Et BT, c'est un circuit parallèle au circuit, si vous voulez, officiel. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas officiel, ça joue. Hein. Donc, et là, vous pouvez trouver des équipes mélangées, c'est-à-dire des joueurs espagnols qui jouent avec des joueurs français, croates, ils montent ensemble une équipe. Donc, voilà. Je tenais à expliquer ça parce que sinon, il peut y avoir de la confusion quand on parle des compétitions internationales. Donc, Claudio, Pipo, oui, je peux intervenir oui, bien sûr. pour juste rajouter deux choses. Dire aussi qu'on n'est pas obligé d'être dans un même club, qu'on peut arriver de n'importe quel club et monter cette équipe. On peut même aussi, comme l'a fait Mika avec Camelot, aller jouer dans une équipe étrangère. Donc ça, c'est des choses qui sont envisageables et qui permettent de trouver des solutions pour aller jouer. Oui. Dire aussi que la fédération, on est en train de préparer 3 cahiers des charges, justement à l'attention de ces clubs ou territoires qui veulent créer ces tournois. On va créer un cahier des charges pour organiser un tournoi découverte de beach handball. On va créer un cahier des charges pour organiser des tournois de beach handball confirmés. Et on va créer un cahier des charges pour des tournois EBT. Pipo, tu parlais tout à l'heure, oui, il y a tout un cahier des charges avec des points en fonction de tous les critères remplis. On va aider les clubs avec un document pour qu'ils puissent organiser ces tournois sur le territoire français. Merci Jérôme Voilà. pour ta contribution.
Et Pippo, là, je t'ai mis la dernière slide. En fait, Oui. il y a le Alors challenge. là, c'est la dernière slide pour dire que malgré les problèmes cette année de Covid, il y a du beach handball chez nous, dans la région PACA. Il y a des tournois qui sont en train de s'organiser et un autre qui est celle de Ventimiglia, le 1er 2e août, qui va être organisé. Il y a des tournois work in progress, ça veut dire qui sont en train d'être organisés à Le Ciotat et à Le Lavendu. Et nous, on espère que ce tournoi-là puisse être organisé parce que nous, on a envie de jouer. On est très passionné de cette discipline et donc on voulait la présenter aussi aux personnes qui sont intéressées. Et il y aura peut-être une mise en place d'activités aussi à Draguignan et à Borne-les-Mimosas. On est en train de comprendre que ces deux localités sont en mesure d'organiser une activité, voire un tournoi. Et il faut dire que dans les Alpes-Maritimes, il y a des journées mises à disposition par Ventimiglia le lundi et le jeudi et par Cannes le mercredi et vendredi, je crois, oui. Oui. Là, en fait, il faut bien expliquer que Cannes, c'est un site, mais c'est un site qu'on a trouvé avec le comité des Alpes-Maritimes. En fait, on a signé grâce à Patrick Founas et Sarah Mathieu, c'est le secrétaire, la salarié du comité, avec l'association, la Maison de la Jeunesse, je me rappelle plus, désolé, j'ai oublié le nom. Mais en fait, ils ont un super site pour leur enfant, où il y a une plage, il y a un city stade pour jouer au Rwanda 4, il y a un terrain de beach volley qu'on peut utiliser pour faire du beach handball. Il y a une salle cinéma pour faire des projections. C'est un super site et ça sera à partir du mois là de maintenant, ça sera le site officiel du comité 06 Alpes-Maritimes du beach handball. C'est là-bas qu'on va faire et on met à disposition. Ce matin, le comité a envoyé le mail à tous les clubs. On met à disposition des clubs qui ont envie de faire du beach handball ce site où on peut faire des animations, on peut organiser des tournois et on va voir si on arrive à la fin d'août à faire un petit tournoi pour terminer l'été. Voilà, il y a pas mal de projets qui se mettent en place. On attendait juste de comprendre la permission du Covid parce qu'on ne savait pas trop. Et on espère qu'il va continuer à nous donner la permission de continuer à faire du sport. Et en tout cas, on vous tiendra au courant à travers Facebook, à travers Internet, avec tous les tournois officiels qu'on peut mettre en place pour vous faire découvrir le beach handball. Pippo, tu veux rajouter des choses? C'est bon? Non, moi, je vais tout dire. Je voulais te remercier pour cette série d'émissions que tu as organisées. Je voulais passer mon coucou à Jérôme avec l'espérance de pouvoir le voir le plus vite possible sur le terrain. Et donc, voilà, on peut donner rendez-vous sous la sable qui invite cette année de faire l'expérience. Non? Et à tous les ascoltateurs, ceux qui nous ont écoutés dans les prochaines éditions de Beach Handball Café, non? Claudio, qui doit organiser. On va voir à septembre, on va préparer une deuxième série de conférences. On le fera tous ensemble. Si vous avez des idées, des propositions, des besoins, on va les développer tous ensemble avec grand plaisir parce que c'est. Avant de terminer, je rappelle le rendez-vous déjà pour dimanche 12 juillet. Vous pouvez aller sur la chaîne officielle de la Fédération française de handball pour regarder avec les acteurs protagonistes du beach handball les matchs du dernier championnat d'Europe. Donc à 17h, vous avez France-Australie commenté comme toujours par Valérie Nicolas et Anouk Clément, un de ces joueurs cadres. Et côté garçon, on a toujours notre super Michaeles avec Patrice Hanounet qui vont commenter le match en direct, comme si c'était en direct. Mais c'est super sympa de les écouter, de voir leur ressenti, parce que des fois aussi, qu'ils se voient dans l'extérieur, ils voient les choses différemment. C'est franchement très très sympa à voir. Donc, et c'est encore une autre manière de plus pour découvrir le beach.
de manière sympa, conviviale. Je vous invite à y participer. De toute façon, vous pouvez le regarder même après. On n'a pas besoin d'aller forcément en direct. D'accord? Donc ça, c'est le rendez-vous que vous avez là ce dimanche. Et avec ça, je crois qu'on a terminé. Moi, je profite pour faire des remerciements déjà à tous vous, tous les invités. D'abord Pippo, parce que le soutien, l'aide qu'il m'a donné, c'est énorme. Il a été tout le temps disponible. À tous les invités, j'ai noté, parce qu'en fait, vous êtes beaucoup. Il y a Michaeles, en rappelant l'entraîneur de l'équipe de France de beach handball. Le binôme d'arbitres, des jeunes arbitres super prometteurs, Mathieu Ripper, Maxime Gandon, qui sont franchement des garçons exceptionnels à disposition de tout le monde. Franchement, c'est que du bonheur de voir des jeunes comme ça, si engagés. Bastien Grégoire, qui est le responsable de Saint-Tropez, qui avait mis en place le super tournoi La Croix-Valmer. C'est grâce à lui, à son collègue, qu'on avait malheureusement, on n'a pas cette année, mais on le verra l'année prochaine. On a eu Johan Sizinou, l'entraîneur de l'équipe des Cypres féminin, Vanessa Bourget, la responsable de la Ligue du développement du beach. Tout le monde la connaît parce qu'à Saraf, elle joue un rôle depuis des années au niveau des dirigeants. Mathieu Lafranchi, l'entraîneur des U17 des Français, et Jérôme Roland, qu'on vient de présenter. Merci à vous tous déjà pour m'avoir aidé à animer cette vidéoconférence, parce que j'ai trouvé très passionnant de vous écouter, d'échanger avec vous. À tous ceux qui de loin ils nous soutiennent et nous encouragent tout le temps, je pense à Anna Martini et à Eric Quentin, que rappelons, de le handball, tout le monde connaît, mais de le beach handball, c'est le responsable des équipes de France de beach handball. C'est lui, Messieurs Handball, le premier qui a poussé le beach handball. Et comme a dit tout à l'heure Jérôme, de manière complémentaire, c'est-à-dire il ne faut pas penser à éliminer une chose pour l'autre. Tout le monde a sa place, et le handball a bien sûr sa place, parce qu'il doit jouer un rôle super important dans la formation des plus petits pour les préparer après au beach handball. Donc vous voyez, Coucou à Vanessa aussi. Hein. et Vanessa, Qui j'ai dit à Vanessa, parce est que formidable. j'ai dit à Vanessa qu'elle fait partie de tous les invités. Ça fait depuis des années qu'elle pousse avec nous. Un gros merci à tout le monde, à tous ceux qui nous ont suivis, même aux organismes, au comité, la Ligue, Patrick Funas et Jean-Luc Baudet par la Ligue. On sait qu'ils sont super sensibles au beach handball. Et s'il y a des choses qui commencent à se mettre en place, c'est même grâce à eux. Donc il faut que tous ensemble, on aille dans la même direction. Donc vous voyez, j'ai tout noté parce que je ne voulais pas oublier personne. Et ça m'a pris beaucoup de temps, mais je l'ai fait avec énorme plaisir. Je vous donne rendez-vous maintenant sur les plages, parce que enfin, finalement, on a le droit d'aller jouer aux plages. Et on se reverra en septembre avec d'autres webconférences. En même temps, on utilisera la chaîne YouTube pour passer des infos. Ça va continuer. Il y a aussi le site Facebook. Donc, on ne s'arrête pas de communiquer. Mais les webconférences, on va les continuer en septembre. D'accord? Donc, je vous embrasse. Merci tout le monde. Merci Pippo. Merci Jérôme. Je vous souhaite Merci le à meilleur. vous. Encore bravo pour ce que vous avez fait. Hein. Bravo. Grazie. Viva le beach handball. Grazie mille. Un bacio a tutti. À bientôt. A bientôt.